quand on parle d'une destination, c'est souvent entre voyageurs, voyageuses. On raconte nos histoires, nos anecdotes, les paysages qu'on a découverts. Pourtant, ce dont je me souviens le plus après un voyage, ce sont souvent ces personnes qui habitent le pays et que j'ai eu la chance de rencontrer. Alors dans Autochtone, une fois par mois, vous entendrez des inconnus de l'autre côté de l'Atlantique. Ils, elles, ne se connaissent pas, mais tous ont une chose en commun, leurs expériences, leur métier, leur vision du monde racontent quelque chose de leur pays. Je m'appelle Maud Calves, je suis journaliste indépendante et je reviens d'1 an et demi de voyage en Amérique latine. J'en ai donc profité pour tendre le micro à celles et ceux qui vivent sur place. Bonne écoute. Hola, mi nombre es Lina María y están escuchando Autochtono Podcast. Yo me llamo Enrique Joaquín Carbia. Ustedes están escuchando Autochtone Podcast. Giselle Chambi Plata. Nosotros estamos escuchando Autochtone Autocast. Ce mois-ci, on part à la rencontre de Luz Mila, une femme indigène de la communauté Wampis dans le nord du Pérou. Elle assiste à la fin de ses traditions au profit de l'église évangélique. J'ai 66 ans, je m'appelle Luz Mila, je viens de la communauté Wabal, native de Rio Santiago, et je suis une femme Wampis péruvienne de la jungle amazonienne. Wabal, c'est pas l'un de ces villages le long de la forêt amazonienne qui accueillent les tours de touristes pour leur faire découvrir la culture indigène. Au contraire, les habitants de Wabal n'ont pas l'habitude de voir des étrangers qui viendraient se perdre là où il n'y a pas de commerce, pas d'hôtel, pas d'attractions touristiques, il n'y a même presque plus d'animaux là-bas. Mais mon compagnon a un ami qui vit là-bas à temps partiel. On a donc pu accéder au village, rester 4 jours et tenter de comprendre les dynamiques et la culture Wampis sur place, enfin ce qu'il en reste. Pour y aller, comptez 15 heures de bus, 7 heures de piste en 4x4, bachata ou disco à fond, puis 3 heures de bateau pendant lesquelles on flotte sur le fleuve Santiago et Marañón. Sur la rive, on peut voir de nombreuses communautés indigènes, plusieurs orpailleurs aussi. Sur place, notre amie, sa femme Luz, la mère de sa femme, Luz Mila, leur fils et leur fille, Nassé et Yumi, nous accueillent à bras ouverts, joyeux et curieux. Il y a aussi le frère de Luz, la sœur de sa mère, quelques spectateurs et pas mal d'enfants qui viennent nous saluer, intrigués. Juste à côté du petit port, une source. C'est là que les femmes lavent le linge, la vaisselle, que les habitants se lavent, pudiques, avec leurs vêtements. La rivière est trop polluée pour y aller désormais. Les maisons sont surélevées, construites en bois, une chambre commune pour toute la famille, un salon parfois, et la cuisine à l'extérieur organisée autour du feu. Il y a aussi un grand terrain de foot sur lequel les hommes jouent tous les soirs, une église imposante dans laquelle une très grande partie de la communauté se rend désormais, et une école, à la fois primaire et collège, en charge d'éduquer les 300 enfants du village. On peut aussi trouver 1 ou 2 commerces de première nécessité, du riz, des serviettes hygiéniques, des galettes, mais pour les courses, ça se passe à une demi-heure de bateau. Luz Mila habite ici depuis presque 66 ans. On dort chez sa fille. Luz Mila, elle vit dans une petite maison à côté. Tous les soirs, elle vient allumer le feu, passe un moment avec sa fille, puis part se coucher chez elle, sur une planche de bois avec une couverture. Elle est coquette, porte de jolies robes, a de longs cheveux noirs et les yeux rieurs. Gênée quand je la prends en photo, elle se prête quand même au jeu. En 4 jours, j'ai pu observer une grande complicité entre elle et sa fille. Je les ai souvent entendus rire ensemble. Luz Mila naît aux côtés de sa sœur jumelle. Pas de chance, la mère n'en garde qu'une seule et c'est elle qui se retrouve donnée à une connaissance de la famille. Elle grandit avec cette dame et ses nombreux faux frères, bien plus âgés qu'elle. Vous allez l'entendre, la vie de Luz Mila n'a pas vraiment été facile. Pourtant, l'épisode qu'elle qualifie comme le pire de sa vie survient quand elle a 10 ans. Le pire de ma vie, c'était quand j'avais 10, 11 ans et que ma mère m'a donné à cette dame. Elle avait des fils bien plus grands et un jour, on est allé au jardin pour faire du masato, une bière faite avec du manioc et de la salive. J'avais un grand chien, on est allé au jardin avec lui et on a commencé à travailler.
Sauf que le chien a mangé le perroquet du voisin. Donc le voisin est venu réclamer aux enfants de réparer les dégâts. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Et quand je suis arrivée, l'un des fils a commencé à me menacer, à me dire qu'il allait me tuer et que c'était de ma faute. Il a pris un fusil de chasse et a tué mon chien devant moi. Heureusement, il n'y avait qu'une balle parce qu'il a voulu tirer une deuxième fois, pas sur le chien cette fois-ci. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'autres balles, il a jeté le fusil et m'a frappée, il m'a détruite. J'avais les hanches en morceaux, plusieurs fractures, je ne pouvais plus marcher. Il avait énormément de force, personne ne pouvait le contenir et il m'a frappée jusqu'à me laisser presque morte par terre. J'ai fini par réussir à m'échapper dans la jungle, je ne sais pas comment d'ailleurs, et ce souvenir, je n'arrive pas à l'oublier et c'est le pire de ma vie. Juste après, la femme qu'il a élevée décide de la marier à un homme de 25 ans. Luzmila en a 10. Dans son malheur, elle tombe malgré tout sur un homme qu'elle qualifie comme respectueux. Elle passe un deal, chambre à part pendant 5 ans et à ses 15 ans, elle acceptera de devenir sa femme. Pendant tout ce temps, elle pleure beaucoup, tente de s'enfuir mais aucune porte de secours. Sur le Rio Santiago, le mariage est une coutume, impossible d'y échapper sans s'exclure de la société. La date fatidique approche et Luzmila se convainc de vouloir rester avec cet homme qu'elle trouve travailleur et gentil. Il sème du maïs, du riz et a beaucoup de chiens pour chasser les animaux dans la jungle. 4 enfants plus tard, dont le premier quand elle a 16 ans, son mari meurt. Elle se retrouve donc seule avec 4 enfants, des poules, des chiens, un jardin à entretenir, des plantations à semer, des animaux à chasser, une maison à nettoyer, des dîners à préparer, du linge à laver et une bonne impression à donner. 6 ans plus tard, elle rencontre Maximo, avec qui elle a 6 enfants. Mais petit à petit, le couple constate que le monde autour d'eux est en train de changer, et pas pour le mieux. La nature a beaucoup changé. Avant, il n'y avait pas d'exploitation illégale, de déforestation, d'orpailleurs. Le fleuve n'était pas contaminé. La jungle a été colonisée par des gens de la ville. Maintenant, tu dois acheter des choses. Les Wampis et la communauté de Wabal se sont compromis. Les animaux ont commencé à disparaître dans la jungle. Donc avec mon époux, on a créé un jardin pour l'élevage de poissons sur un grand terrain. Les animaux viennent aussi, donc on peut avoir un peu de viande. T'as beau marcher 1 heure dans la jungle, tu ne trouves plus d'animaux désormais. Même la nuit alors, qu'avant la jungle c'était un supermarché. C'était difficile de nourrir les enfants. Avec les colonisateurs, la vie a commencé à coûter cher, donc vendre des poissons c'était un bon moyen d'avoir de l'argent et de pouvoir faire en sorte que mes enfants puissent étudier jusqu'au lycée. Avant, quand il n'y avait pas de téléphone ni d'accès à Internet, Wabal était une communauté bien différente. Les habitants communiquaient avec une sorte de trompette, chacun vivait sur un grand bout de terrain, les femmes et les hommes portaient des vêtements traditionnels et se saluaient d'une façon bien particulière. Pour avancer, les villageois comptaient sur Minga, c'est le nom d'une aide générale, autrement dit, quand quelqu'un a besoin de main-d'œuvre pour faire un travail, comme enlever toute la végétation d'une parcelle pour créer un jardin, le village entier venait l'aider. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Prenons un peu de distance. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, au Pérou, il y a plus de 30 millions d'habitants. Un quart de la population fait partie d'un groupe ethnique autochtone. 21% du Pérou est couvert par des concessions minières qui se sont installées sur un peu moins de la moitié du territoire des communautés paysannes. Ça, c'est pour le grand tableau. Maintenant, historiquement, c'est vers les années 60 que l'influence extérieure a commencé à poser problème pour les peuples indigènes. Le territoire sur lequel ils vivent depuis des centaines d'années se retrouve soudainement assiégé par des entreprises privées qui veulent extraire les ressources sans prendre en considération ni l'environnement, ni la présence des habitants autour d'eux. Alors en 2009, les indigènes s'organisent et manifestent contre la présence de ces entreprises qui déforestent les terres sur lesquelles ils vivent. Le peuple Wampis et Awarun bloquent un axe routier, une action appelée plus tard le massacre de Bagua, puisque dans les affrontements, au moins 34 personnes seraient mortes, indigènes et policiers. Pendant plusieurs années, les représentants de plusieurs dizaines de communautés se rejoignent et se mettent d'accord sur les contours d'une future nation autonome. En 2015, ils créent la nation Wampis, un gouvernement territorial autonome pour se protéger contre les extractions de toutes sortes. Le territoire délimité est grand comme un tiers du Pays-Bas et environ 15 000 personnes vivent dedans. Wabal en fait partie.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un anen, un chant ancestral de la communauté Wampis. Avant beaucoup d'actions, les femmes les chantaient, une façon de demander à la nature la permission de semer ou de déclarer sa flamme à son futur mari. Elles se les transmettaient, de femmes en femmes, se réunissaient et les chantaient ensemble. Toute action avait son anen. Aujourd'hui, ils sont en voie de disparition, mais Lousmila accepte d'en chanter quelques-uns. Et je comprends que c'est un énorme privilège quand je vois sa fille, hyper émue et surexcitée, à l'idée de l'entendre de nouveau chanter après 20 ans de silence. C'est comme ça que l'église évangélique écrase les traditions Wampis. Chanter les anen est un péché et Lousmila, devenue chrétienne évangéliste, comme la grande majorité du village après l'arrivée de personnes extérieures, craint la foudre de Dieu. L'église met l'enceinte très forte pour que tous les habitants qui ne sont pas à la messe puissent y participer. Et désormais, dans le village, il y a les croyants et ceux qui ne le sont pas. Malgré tout, l'occasion est trop belle et Lousmila replonge dans ses souvenirs. Il y a plusieurs paradoxes autour d'elle. Elle regrette que sa culture se perde, reconnaît que l'église évangélique participe à cela, mais pour autant, elle adopte ce nouveau Dieu. Elle pourrait incarner l'imaginaire de la femme forte, mais quand je lui demande si les femmes sont fortes, voilà sa réponse. Oui, les femmes sont fortes, mais elles sont aussi faibles. Elles doivent toujours être aux côtés d'un homme, puisqu'elles n'ont pas la force physique suffisante pour faire plusieurs choses. En revanche, elles ont la force d'avoir beaucoup d'enfants, de les élever, de gérer la maison. Je suis chrétienne et c'est écrit dans la Bible que les femmes sont fortes, mais qu'elles ont besoin d'un homme à leur côté. Comparées aux hommes, elles ont beaucoup de faiblesses. Par exemple, en cas de guerre, elles ne peuvent pas se battre comme les hommes. Les hommes domineront toujours. Les femmes, elles, sont plus délicates. Elles doivent être prises en charge par leur mari. Dans la Bible, ils expliquent ça. Personnellement, j'aime être une femme, mais je travaille comme un homme. Je ne me bats pas comme eux, bien sûr, mais j'aime semer comme eux. Je crée des jardins en faisant tomber des arbres, comme eux. Si l'on parle de force de travail, je suis au même niveau qu'eux. Donc là, on est dans l'école. C'est un grand terrain avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec 7 bâtiments. Les murs sont en bois, le toit c'est de la tôle et aujourd'hui c'est le jour des professeurs, c'est-à-dire que les enfants ne vont pas étudier comme d'habitude, ils vont passer leur journée à jouer à des jeux, à regarder des films, voilà, c'est journée détente aujourd'hui. Alors ici d'un côté on a les garçons qui jouent au foot, de l'autre on a les filles qui jouent au volleyball et puis en face il y a l'école des tout petits, on a été voir tout à l'heure, ils regardent un dessin animé qui s'appelle Pachamama. À Wabal, il y a une centaine d'adultes et 300 enfants. Beaucoup de femmes seules, battues, esclavagisées selon mes yeux de féministes occidentales. L'argent ramène l'alcool, la dépendance, la violence. Des amis de notre amie s'étonnent même que son compagnon ne la batte pas. Sur place, les femmes font tout, littéralement. Laver, faire à manger, cultiver, faire le feu, la vaisselle, la lessive, éduquer les enfants. Il est courant qu'un mari, lassé de cette vie, parte se marier de l'autre côté de la rive et recommence sa vie ailleurs, laissant derrière lui de nombreux enfants et une femme seule. Invitée chez des amis d'amis, je constate que les femmes sont par terre autour du groupe d'hommes qui nous reçoit, prêtes à intervenir dès le moindre besoin. Elles chuchotent presque, en retrait, mangent à l'écart et certaines sont très craintives. 4 jours, c'est trop peu pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans ces familles, bien sûr, mais ce sont des éléments que mon compagnon et moi avons eu beaucoup de mal à recevoir.
Désormais, avant de semer ou de manger, Lousmila ne chante plus les anènes mais fait une prière. La forme a changé, le fond, pas vraiment. Elle attache une importance énorme à semer, replanter, reforester. Les seules fois où je l'ai vue sans travailler, c'était pour répondre à mes questions. On visite son jardin, mais elle gravite autour, ramène des graines de cacao à sucer, ramasse des patates douces, nourrit les poissons. Quand tout le monde se pose pour profiter des jus de canne à sucre, Lousmila en porte une à sa bouche et repart directement pour en couper d'autres. Ce travail, c'est sa vie, son identité et sa définition de beaucoup de concepts aussi. Mes rêves, c'est de continuer à semer. J'ai un grand terrain et j'aimerais semer énormément de plantes, des fruits, pour qu'un jour mes enfants, mes petits-enfants puissent s'en servir et continuer d'en prendre soin. De faire attention au bassin des poissons aussi. Peu importe si je vieillis, j'ai toujours cette force de travail. Dieu me donne la force pour continuer de semer et de laisser beaucoup de choses pour mes enfants et mes petits-enfants. L'intelligence, pour moi, c'est le savoir-faire. Savoir construire des choses avec ses mains, comme des plats, des poêles avec de l'argile. Savoir cultiver et semer de la canne à sucre aussi. Je sais quand il faut semer les graines de la jungle. Je sais quand je peux les récolter. Pour moi, c'est ça l'intelligence. Plus tard, j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants se souviennent de moi comme une travailleuse, une personne bonne avec tout le monde. J'aimerais qu'on se rappelle que j'ai semé, reforesté, que j'ai travaillé pour mes enfants et que je ne me consacrais pas à de mauvaises choses. À Wabal, l'argent a remplacé le troc. Le deuxième jour après notre arrivée, des habitants ont volé la caisse de l'église. Après une réunion de crise, le maire a passé les jours suivants à exprimer sa colère sur les haut-parleurs du village. Avec l'arrivée de personnes extérieures et de la religion, les chants, les habits traditionnels, les traditions n'existent presque plus ici. Le plastique a remplacé les paniers et désormais il y en a beaucoup le long de la rivière. Le braconnage rapporte de l'argent et le manque de sensibilisation auprès des enfants rend la moindre vie animale cible de jeux mortels. Chanceuse encore, je rencontre le vieux du village qui nous accueille une couronne de plumes de toucan sur la tête par de l'habit traditionnel. Il se lance alors dans une longue explication sur l'histoire de la création du village. Beaucoup de choses se sont perdues, la médecine ancestrale notamment, mais elles semblent résister encore un peu à l'envahisseur. Les habitants se soignent encore à l'aide de plantes récoltées dans la jungle, parfois hallucinogènes comme l'ayahuasca, un psychédélique très puissant préparé avec une liane et des feuilles. Quand je demande à Lousmila quel super pouvoir elle aimerait avoir, elle me répond qu'elle en a déjà. Mon pouvoir, c'est d'avoir eu une vision quand j'étais malade, une maladie importante que j'ai réussi à vaincre grâce aux plantes. J'ai pu avoir une vision en me soignant, j'ai rêvé de la vie que j'ai aujourd'hui et ça m'a donné la force de la réaliser, de voir mes fils et mes filles grandir, d'accueillir des étrangers chez moi. Je suis contente d'avoir pris ces plantes qui m'ont permis de voir tout ça. Quand je me soignais grâce à elle, il y avait toujours à Rutam un bon esprit très puissant. Il s'est présenté et il m'a dit que j'étais une femme avec beaucoup de pouvoir et que j'allais vivre vieille et que je traverserais beaucoup de doutes et que jamais je n'arrêterais de me battre, de travailler. Grâce aux plantes, cet esprit m'a conseillé. Je rêvais, je parlais avec cet esprit, puis j'ai ouvert les yeux et j'ai vu une grande pierre en lévitation en face de moi, qui bougeait. Et ce même esprit m'a dit que cette pierre, c'était moi, c'était la force que j'avais. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais arrêtée de travailler. Il est 4 heures du matin. On attend le bateau, censé passer par le village avant de retrouver la ville à 3 heures de là. 5 heures, 6 heures, il ne passe pas. On s'entasse donc sur un péké-péké, une pirogue à moteur. À ce moment-là, le maire parle encore sur les haut-parleurs. Je remercie chaleureusement la famille qui nous accueillit, spécialement Lousmila. Je ne connaîtrai jamais ton pays, ta terre, mais toi tu connais la mienne, ma maison, et je te remercie pour ça. Mais avant de partir, cette fois-ci, c'est elle qui pose la question. Si je rencontre un étranger, je lui demanderai qu'est-ce qu'il fait pour ça. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Lousmila a accepté de partager énormément de son histoire pour Autochtones et je ne la remercierai jamais assez pour ça. Merci à sa fille, sa petite fille, notre amie pour leur accueil mémorable et tous les échanges que l'on a pu avoir. Laurence Verscoris, une Française rencontrée dans un hostel du sud du Pérou, a prêté sa voix pour interpréter Lousmila. Un grand merci à elle.
Autochtone revient le mois prochain. Rendez-vous sur Instagram, Autochtone le podcast, pour les photos et les coulisses du tournage. Il y a aussi le site pour approfondir, autochtonepodcast.fr. Et vous alors, que faites-vous pour votre vie ? C'est la question que Luzmila vous pose. Vous pouvez partager la réponse en commentaire, ça m'aide et ça m'intéresse. En attendant, on se retrouve le mois prochain. Hasta luego!